Pascal Lamy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien patron de l'Organisation mondiale du commerce, vous présidez le Forum de Paris sur la paix. Merci d'avoir accepté notre invitation, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Pendant votre forum, 500 millions de dollars supplémentaires ont été promis pour l'accès aux vaccins. Cette somme représente l'équivalent de 100 millions de doses. Pour qui en priorité? Pour ceux qui ne sont pas comme vous et moi, c'est-à-dire couverts par des préachats que l'Union européenne a fait pour nous, en obtenant d'ailleurs des prix, comme on dit, parce que quand on achète en gros, c'est moins cher. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, à condition, effectivement, que les gens acceptent de se faire vacciner. Il faut simplement voir que, pour une grande partie du monde, ça risque de rester une affaire du Nord. Aujourd'hui, il y a à peine la moitié de la population du monde, si vous comptez l'Europe, le Japon, la Chine, les États-Unis, qui sont couverts. L'autre moitié ne l'a pas, et donc il faut éviter ce qui serait au fond une fracture humanitaire gigantesque de ce monde. Puisque c'était tout l'objet de votre forum, c'est aussi tout l'objet du G20 qui s'est ouvert aujourd'hui en Arabie Saoudite, un sommet virtuel, avec un objectif sur le front de la pandémie, combler un manque de près de 4 milliards d'euros au fond de l'OMS et donc soutenir l'acte accélérateur qui vise à s'assurer que les pays développés ne monopoliseront pas les traitements. Pascal Lamy, est-ce que cela va conforter les engagements qui ont été pris à Paris à votre forum? Le Forum de Paris sur la paix est une plateforme collaborative qui met ensemble des États, des grandes philanthropies, des organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé. Et effectivement, on a passé cette édition du Forum de Paris, digitale, extraordinairement digitale d'ailleurs, et réussie de ce point de vue-là, à mettre autour de la table la Fondation Gates, l'État français, le président de la République, les Espagnols, l'Organisation mondiale de la santé, pour apporter notre petite pierre, on peut dire 500 millions de dollars. Et donc une pierre supplémentaire au G20, c'est ce que vous espérez? Absolument. C'est ce que vous souhaitez? Et c'est un geste de collaboration qui dit au G20, écoutez, vous êtes tous autour de la table, c'est bien liable si vous n'avez pas trouvé 10 ou 20 milliards de dollars, qui est ce qui manque, pour faire en sorte que ces vaccins qu'on a dans le Nord soient disponibles pour des pays pauvres. Et aujourd'hui, on n'en a pas la garantie. Ce que le G20 devrait décider, de mon point de vue, c'est d'utiliser une facilité qui existe, d'ailleurs qu'on a utilisée pendant la crise de 2008, pour sauver les banques. On peut peut-être l'utiliser pour sauver des gens, qui consiste à émettre une espèce de monnaie spéciale qui s'appelle les droits de tirage spéciaux, que le FMI peut émettre dans des cas de crise de ce genre. C'est pas sorcier, encore faudrait-il que les Américains, qui jusqu'à présent s'y sont opposés, l'acceptent. Alors, on va prendre un exemple concret dans le Sud. Le Maroc s'est très tôt placé dans la course mondiale aux vaccins. Le Royaume a multiplié les accords avec les laboratoires étrangers et s'est associé dès cet été aux essais cliniques du géant chinois Sinopharm. Le reportage de notre correspondante, Maud Ninov. Bienvenue sur un site hautement stratégique. Ce laboratoire privé en partenariat avec le géant chinois Sinopharm est devenu le fer de lance du Maroc dans la course mondiale aux vaccins. On se trouve actuellement au niveau de l'usine où on fabrique les formes injectables et stériles, et notamment la seringue pré-remplie. La seringue pré-remplie pour un vaccin prêt à l'emploi, adapté aux conditions sanitaires du continent africain. Nous sommes les seuls à avoir introduit cette forme il y a à peu près une dizaine d'années. Et les seuls encore aujourd'hui à la fabriquer en Afrique. Le laboratoire est déjà prêt à tripler sa production pour le vaccin chinois. Et donc les volumes tels que nous les avons discutés avec les différents partenaires peuvent être largement honorés par ce thème. Le Maroc comme tête de pont de la stratégie chinoise en Afrique. Impossible pour Pékin de fabriquer des centaines de millions de doses pour le continent. Pour autant, le Maroc ne servira qu'à conditionner le vaccin. Pas question qu'il reçoive la formule pour l'instant. Si on doit vacciner très rapidement, comme on dit en décembre, ils se feront sûrement vacciner par du produit fini importé de Chine. Donc je ne pense pas qu'on puisse faire aussi vite du tech transfert d'un site chinois vers un site marocain. Par contre, si Sotema devrait le faire, ça prendrait en moyenne entre 3 et 6 mois pour avoir du produit fini marocain. Donc pour le printemps 2021 ? Inch'Allah. Mais cet accord avec les Chinois reste une opportunité pour le Maroc.
Les autorités ambitionnent de vacciner 80% des citoyens de plus de 18 ans, soit plus de 20 millions de personnes. Voilà pourquoi le pays s'est porté candidat cet été pour les essais cliniques chinois. C'était inscrit dans le contrat, les pays participants seraient les premiers servis. Le Maroc a également signé avec les 5 laboratoires étrangers les plus avancés, comme l'américain Pfizer. Et dès la mi-septembre, le Royaume annonçait l'achat de 20 millions de doses du Spoutnik russe. Aucun de ces vaccins n'a encore été homologué par l'OMS, mais les autorités l'affirment, elles restent prudentes. Il faut que les résultats soient validés et qu'il n'y ait pas de risque majeur pour la population. Le Maroc doit être exemplaire car ses ambitions dépassent déjà la Covid-19. Il veut devenir un pays producteur de vaccins à long terme. Avec pour partenaire la Chine. Cela tombe bien, c'est ici, à Tanger, il y a 4 ans, que les deux pays ont signé un vaste projet de cité technologique, incluant l'aéronautique ou encore de l'automobile. Aujourd'hui, il est question d'une plateforme de production mondiale de vaccins. Devenir soi-même un pays producteur de vaccins, le Maroc, c'est un bon exemple de comment un pays du Sud peut se positionner? Oui, si ce n'est que le Maroc, et ce petit reportage le confirme, est devenu un pays émergent. Ça n'est pas le cas de la majorité des pays, par exemple de l'Afrique subsaharienne, de beaucoup de pays d'Amérique latine et même de certains pays pauvres en Asie, comme le Laos, la Thaïlande, le Cambodge. Le Maroc est en quelque sorte en tête de peloton en Afrique. C'est sa caractéristique, c'est une réussite qu'il faut saluer. Le Maroc comme tête de pont vers l'Afrique, donc ça évite, ça fait un lien entre les pays du Nord et les pays du Sud. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? C'est la stratégie du Maroc depuis une vingtaine d'années que d'être la tête de peloton africaine qui déploie une économie plus en direction des services que de la production, en direction de l'Afrique de l'Ouest, en direction de l'Afrique centrale. Ça confirme la validité de cette stratégie de développement du Maroc, en partie fondée sur l'exportation sur sa zone africaine. Et ça se fait avec la Chine? Alors ça se fait avec la Chine, comme ça a été dit, ça se fait aussi avec d'autres laboratoires. La plupart des pays qui ont couvert leur population ont fait des préachats partout. Par exemple, l'Union européenne, elle n'a pas acheté qu'à Pfizer, elle a acheté aussi à d'autres compagnies. Et il y a même des cas où certains pays ont fait des accords bilatéraux en disant si tu trouves avant moi, je t'achète, et si moi je trouve avant toi, je te promets que je te vends. Et donc il y a en réalité, et c'est frappant dans cette crise, au fond les États sont pas très très bons, mais ce qui se passe en dessous, finalement, c'est beaucoup mieux. C'est un peu l'idée du Forum de Paris. Ce qui m'amène à parler de coopération. Le Forum de Paris sur la paix que vous présidez porte sur les questions de gouvernance mondiale et de multilatéralisme, qui est quand même assez éprouvé ces dernières années. La pandémie, c'est le coup de grâce ou c'est un accélérateur pour le multilatéralisme? La pandémie a confirmé ce que l'on savait, hélas, c'est-à-dire que l'état du multilatéralisme classique, c'est-à-dire des États qui parlent, qui négocient, qui font des traités avec d'autres États, va mal. Et j'ai passé mes 30 dernières années de vie professionnelle dans le système international, je n'ai jamais vu un niveau de coopération internationale. Donc là, c'est un coup de grâce, aussi médiocre. Par contre, et j'ai écouté ce qui s'est passé au Forum de Paris sur la paix la semaine dernière. Par contre, ce que j'ai appris, moi, c'est que sur le terrain, des associations, des villes, des villages, des hôpitaux, des écoles, des acteurs qui ne sont pas les grands acteurs traditionnels de la coopération internationale, se sont mobilisés, ont trouvé des solutions, ont mis les ronds en place. Une coopération, un multilatéralisme qui se déplace. Et ça confirme l'idée qu'on a eue avec le président Macron, quand on a créé le Forum de Paris sur la paix en 2018, il faut au fond diversifier les acteurs de la coopération internationale. Il faut mettre des entreprises, il faut mettre des ONG, il faut mettre des grandes institutions académiques. On ne va évidemment pas évacuer les diplomates, mais la vérité, je crois maintenant, c'est que les diplomates, ça suffit plus pour tout un tas de raisons. Il faut d'autres acteurs. Et quand on met d'autres acteurs, finalement, ça marche. Et ce sera le mot de la fin. Pascal Lamy, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. À très bientôt.